Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Espresso. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Maréchal qui est militant pour le Parti socialiste, membre des Jeunes socialistes et collaborateur parlementaire à la région bruxelloise pour le député Martin Casier et à ses heures perdues également chroniqueur radio. Bonjour Martin Bonjour, bonjour. et commençons par le petit chin-chin habituel. Ah, c'est Chin-chin. préparé. Chin. Et je te laisse te présenter à nos auditrices et auditeurs. Ah ben, bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ben ouais, Martin, 32 ans, voilà, engagé au Parti socialiste et jeune socialiste du coup, encore quelques années on peut. Et voilà, mon parcours très rapidement, il n'est pas super typique parce qu'en fait j'ai fait plutôt des études de langue et même d'abord de langue morte. Il faut savoir que mon tout premier choix à 18 ans, c'était le latin et le grec à l'ULB, voilà, en philologie classique, une section qui n'a pas beaucoup d'étudiants en son sein. Je crois qu'on était 20 même en première bac, hein, pour te dire. C'est pas la même qu'une classe de Solvay, quoi. Donc, mais c'était super intéressant. Donc, 3 ans de langue latin-grec parce que j'étais vraiment passionné de ça. Sauf que après, je sais pas, je devais avoir 20 ans, j'entrais en BA3, j'étais un peu en mode, en fait, c'est sympa les langues, mais bon, si elles sont mortes, c'est un peu compliqué. On peut pas les parler, on peut pas parler avec personne, à part peut-être au Vatican et encore, bref. Donc, j'étais un peu mal, quoi. J'étais vraiment, tu sais, voilà, né à Bruxelles, grandi à Bruxelles, même né à Scarbeck, grandi à Scarbeck. Donc, pas énormément voyagé, bon, à part quelques fois avec les parents et tout, mais globalement, j'avais 20 ans. J'avais le monde qui était autour de moi et j'étais en train de passer tout mon temps dans une bibliothèque à lire des livres tu vois, de mecs qui sont décédés il y a des milliers d'années et d'aller chercher, oui, c'est un petit taoïste, troisième forme, troisième personne du singulier, tu vois, et j'étais tout fier de ça et c'était un truc de geek, mais à 20 ans, j'avais besoin d'autre chose. Et donc, j'ai complètement bifurqué et j'ai recommencé à zéro en première bac en traduction, toujours avec les langues, mais les traductions vivantes, et du coup en anglais et en chinois, dans une école qui s'appelle l'ISTI, donc l'Institut supérieur des traducteurs interprètes, qui est maintenant absorbé par l'ULB d'ailleurs dans le campus. Voilà. Donc, et là, j'ai fait 5 ans et ça a été, même si quand j'ai dit ça à mes parents, tu sais, à 21 ans, je vais repartir à zéro, ils m'ont fait genre, pardon. Non, mais parce que, pardon, ouais, mais c'était la meilleure décision de ma vie parce que ça m'a permis, je savais qu'il y avait un Erasmus obligatoire vers la Chine. Bon, Erasmus, je le mets entre guillemets, c'était la même chose qu'un échange, quoi. Obligatoire en troisième année, donc tu savais que quoi qu'il arrive, tu partais 6 mois à Shanghai ou à Pékin et que c'était un truc qui, moi, me mettait les étoiles dans les yeux. Et puis j'avais envie, je m'étais dit, tant qu'avoir fait des langues aussi complexes que le grec, le latin, le machin, autant faire un truc challenge chinois et au moins, si j'y arrive, je pourrais parler avec 25% de la population sur cette planète, quoi. Mhm. Donc c'est un peu le délire et voilà, donc j'avance un petit peu. À 26 ans, je sors de ça, super heureux, avec franchement, ça se passe super bien. Et puis là, je me dis, bon, ben, en fait, la Chine, c'était quand même sympa, mais finalement, l'Europe. Parce que bon, la Chine, c'est gros, mais la Belgique, c'est petit. Mais alors, quel est le bon niveau tu vois, de comparaison? Ben, c'est l'Europe, du coup, c'est l'Union européenne. Et là, j'ai commencé à m'intéresser mais hyper, hyper fort à l'Union européenne et à être militant fédéraliste. Donc les fédéralistes européens, c'est ceux qui pensent qu'il faut encore plus d'Europe, encore plus intégrer les États membres. Le projet a bien commencé, mais il faut encore plus l'intégrer, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a certaines compétences qui ne doivent pas rester au niveau des États membres. Je sais pas, l'énergie, ça peut être quelque chose qui est globalisé, la sécurité de l'Union européenne. Voilà, il y a plein de la migration, tu vois, ça sert à rien d'avoir 28 pays qui ont chacun une douane avec un petit truc migration, accueil, asile et tout. Il faudrait avoir une politique européenne. Donc tous ces enjeux-là, je me suis dit, ben ouais, c'est clair qu'il faut se battre là-dessus. Donc j'ai été hyper actif là-dedans. Mes premiers boulots ont été là-dedans aussi. Et puis, on arrive voilà, quasi aux années où je me suis lancé dans les premières élections. C'est de me dire, mais en fait, je suis aussi depuis toujours scarbécois et je me suis recentré un petit peu vers mon origine, ma racine de Scarbeck et de me dire, mais en fait, à Scarbeck, il y a plein de combats à mener aussi. Et allez, c'est bien de porter des combats européens, c'est bien de faire des discours ou d'essayer de réfléchir en disant je vais essayer d'aider 500 millions d'habitants, tu vois, et puis tu te rends compte qu'en fait, tu pourrais passer toute ta vie à te battre là-dedans et de jamais arriver à faire quelque chose de vraiment concret. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme et tout. Donc je continue de le faire, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire des trucs concrets. Je sais pas, essayer de se battre pour ouvrir une crèche à Scarbeck, une école, je sais pas, venir en aide à des personnes qui en ont besoin, etc. C'est beaucoup plus local, c'est beaucoup plus humble, entre guillemets, parce que bah oui, t'as pas sauvé le monde, mais tu as fait quelque chose au moins que tu peux palper, quoi. Et ça a été tout l'enjeu. Et puis bah, quand je me suis dit, OK, il faut prendre une carte de parti, j'ai pris assez tard, en fait.
je devais avoir 28 ans, un truc comme ça déjà. Donc, parce qu'avant, je voulais rester assez neutre. J'avais pas envie qu'on me donne l'étiquette. Oh, lui, c'est un rouge, lui, c'est un bleu, lui, c'est. Tu vois, je voulais pas qu'on me juge pour tu vois, la famille que j'ai choisie, la famille politique que j'ai choisie plutôt que qui je suis, tu vois. Mm. Mais je l'ai quand même fait en réfléchissant vraiment longtemps à ça. Je savais que j'étais de gauche, ça c'était clair. C'était plus en mode écolo, PS, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bah voilà, socialiste, parce que voilà, vraiment sur la réflexion, sur la justice sociale, justice fiscale et solidarité, c'est vraiment des trucs qui sont, c'est des piliers, quoi, pour avancer, quoi. Voilà, c'était super long, mais voilà. Et comment arriver à cette réflexion? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à 28 ans, tu t'es dit, bon, voilà, maintenant, il faut que je me décide à rentrer dans les ordres, à rentrer au sein d'un parti, de prendre une carte. Est-ce que c'était parce que voilà, tu pensais avoir accumulé assez d'expérience derrière toi pour te connaître et savoir voilà, euh, quelle est la route que tu as envie de suivre en politique ou... Ouais, c'est un peu ça. C'est marrant que tu le dises comme ça. En vrai, c'est un peu ça, parce que le fait d'avoir, en fait, d'être parti en Chine, d'avoir vu ce monde incroyable. Il faut imaginer que j'étais à Shanghai du coup pendant 6 mois, que c'est une ville de 20 millions d'habitants, et que donc, tu imagines les enjeux de 20 millions d'habitants, la mobilité, la propreté, l'ordre public, etc., le respect de l'un des autres, des uns des autres. 20 millions, quand ils me demandaient d'où je venais, je fais Belgique. Ils font c'est où? Bière, chocolat, je vois. Il y a combien de gens chez toi? 10 millions, 11 millions, genre. Pardon, ils pensaient que je m'étais trompé en chinois d'un zéro. Vraiment, ils me demandaient de répéter le chiffre en chinois. En mode, ouais, tu as dû te tromper parce qu'en plus, il faut savoir que les Chinois comptent pas par 3 zéros, mais par 4 zéros. Mhm. Donc, il faut faire un peu de gymnastique pour pas se tromper de millions, 10 millions. Et je leur dis, non, 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 11 millions. Et c'était genre, mais c'est la moitié de ma ville, tout ton pays, qu'est-ce que tu me racontes? Il faut imaginer, c'est dingue, quoi. Et j'ai appris énormément là-bas, effectivement. Donc, quand je suis revenu en Belgique, en fait, j'ai eu vraiment l'impression que les difficultés qu'on avait, tu dis, mais quand même, enfin, de quoi on se plaint en l'occurrence, on n'a pas. On dev... Enfin, allez, on pourrait tous s'inspirer un petit peu de certaines solutions qui ont été apportées là-bas en termes de mobilité. Par exemple, là-bas, le métro, il est mais tip-top à la seconde. Il y a des sas comme ça sécurisés. Les gens sont dans. C'est pas comme le Japon. Hein. Enfin, on a les images du métro où le Japon, il faut carrément des mecs qui viennent entasser les Japonais dans le métro. C'est pas comme ça. En Chine, il y a vraiment une file. Enfin, c'est très, très ordonné. Après, je m'arrête sur la comparaison de la Chine parce que, en l'occurrence, moi, j'ai bien aimé ce pays-là. Mais quand je suis rentré en Belgique, j'étais bien content d'être rentré parce que ce que j'ai pas du tout aimé, c'est État communiste, État unique, censure, pas d'accès aux réseaux sociaux, pas d'accès à l'information, emprisonnement des gens qui pensent un peu différemment. Enfin bref, au niveau démocratie, moi j'ai détesté. Hein, donc j'étais très très content de rentrer en Europe et de me battre justement pour l'Europe là-dessus. Donc au niveau de la carte de parti, c'était ça en fait. J'avais l'impression d'avoir quand même bien maturé tout ça, d'avoir quand même bien grandi et donc d'être prêt. Je pense que j'aurais pas été forcément. Enfin, j'ai toujours été militant, je me suis toujours battu pour plein de combats à droite à gauche. Mais de là à prendre une carte de parti, c'est peut-être. En vrai, en Belgique, c'est vrai qu'on a. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais c'est vrai que c'est un État, c'est un pays particratique, quoi. Donc, c'est des structures en parti. C'est vrai que c'est super difficile pour un gars tout seul ou un groupe de personnes de lancer un parti comme ça. C'est super difficile. À Bruxelles, il y en a un qui a réussi à peu près, c'est Agora, tu vois, qui était ce parti un peu de participation, enfin de débat participatif, etc., avec une assemblée hyper horizontale, avec des décisions qui sont vraiment collectives, etc. C'est hyper impressionnant, mais quand tu vois la difficulté qu'ils ont rencontrée pour arriver à avoir une personne qui arrive peut-être à être élue au Parlement, voilà, bon, il y a des petits partis comme Dire Animal, etc., mais ça reste super compliqué. En gros, il y a des grandes machines, et c'est vrai que allez, nous, on est jeunes, bah voilà, on veut rentrer, enfin, si on veut porter des combats et qu'on estime qu'on a quelque chose à apporter en politique, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est il y a mille et une façons de changer le monde, franchement. Il y a mille et une façons d'apporter sa pierre à l'édifice. Franchement, il y a des gens qui deviennent youtubeurs, influenceurs, vraiment qui sont extra, qui font de la pédagogie. Enfin, tu penses aux billets verts, tu penses, je sais pas, à toutes les chaînes qu'on a sur YouTube, etc. Moi, je suis un grand, grand fan de ça et qui font un travail de fou. Amis des lobbies, par exemple, ils sont incroyables. Ou même, je sais pas, Brut, enfin, tu vois, genre, c'est une vraie critique, tu vois, du truc, c'est génial. Eux, ils touchent, pour le coup, des millions de gens. Ça, c'est une façon. Tu peux faire de l'associatif, tu peux faire du caritatif, tu peux faire plein de choses. Mais il y a aussi la voie politique. Et je pense pas qu'il faut la sous-estimer parce qu'en l'occurrence, elle est là. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup et je trouve que les jeunes, on devrait vraiment s'en souvenir, c'est si nous, on ne s'intéresse pas à la politique, t'inquiète qu'elle va s'intéresser à toi, quoi. Donc, les décisions,
disons, le rouleau compresseur du monde va continuer de tourner si on ne fait rien, quoi. Je dis rouleau compresseur, c'est pas la bonne image parce qu'on a l'impression que c'est négatif, mais disons que la vie va continuer, la Mhm. vie politique va continuer, qu'on soit là ou pas. Et donc, moi, je me suis dit que j'avais eu la chance d'avoir fait des études quand même assez longtemps, d'avoir parlé plein d'autres langues, d'avoir rencontré des gens de plein d'origines différentes. C'est vraiment une chance. Franchement, je viens pas d'un milieu aisé à la base. Mes deux parents sont plutôt artistes, voilà, donc c'était plutôt modéré, plutôt moyen, quoi. Mais j'ai la chance de pouvoir, qu'ils m'ont poussé au maximum à le faire et qu'en Belgique, les études ne sont pas si chères que ça. Je ne crois pas que j'aurais pu en faire autant si j'étais aux États-Unis, par exemple. Et quand je suis revenu avec ça, je me suis dit, bah, je vais utiliser ça, quoi. Je vais utiliser ces compétences que j'ai acquises pour essayer de faire changer un peu le truc. Voilà, c'est un peu long, mais c'est vraiment ça. Et quand tu es rentré, tu as pris ta carte du coup, 28 ans, c'était en 2016-2017, quelque chose comme ça. 2017, ouais. Tu t'es dit directement, ok, il faut que je m'investisse et que je participe aux communales qui ont eu lieu en octobre 2018 ou pas vraiment? Non, non, non. Alors, c'est vrai que le timing fait un peu genre, oui, il l'a fait un an avant pour pouvoir machin. En vrai, pas du tout. J'y ai vraiment pas pensé. Et pour le coup, d'ailleurs, je dirais même que l'élection, parce que ouais, tu fais bien de le dire, j'étais candidat à Scarbeck. C'était à la fois génial et un peu frustrant. Génial parce que bah, moi, je suis né à Scarbeck, vraiment. 32 ans de vie scarbécoise. Quand tu es petit, tu le sais pas parce que tu connais pas le territoire, mais tu te rends compte que l'école dans laquelle j'étais, qui était l'Athénée Fernand Blum, c'est à Scarbeck, que la piscine Neptunium, qui est en rénovation depuis 7 ans, j'ai appris à nager, c'était là, que le football que j'apprenais dans le parc avec mon papa, c'était le parc Josaphat, c'était là. Et je me suis rendu compte que toute ma vie est tournée autour de Scarbeck. Alors Scarbeck, c'est pas si grand en territoire, enfin c'est grand, mais c'est pas comme, je sais pas, Watermal-Boisfort, quoi. Mhm. Donc, donc c'était génial de faire campagne là, mais en même temps, parce que je pouvais parler avec mes tripes, je pouvais dire bah, je connais cette rue, moi j'ai couru là, j'ai fait du basket sur ce terrain-là, j'ai fait ça, tout en ne connaissant pas tous les quartiers non plus. Mais en même temps frustrant parce que bah, je venais de débarquer, donc du coup, j'avais pas tous les relais que d'autres candidats avaient. Et donc, c'est vrai que allez, je suis un peu compétitif aussi, donc tu as envie évidemment de faire le meilleur score, tu as envie d'être connu tout de suite par plein de gens parce que toi, tu y crois et tu sais que tu as quelque chose à apporter. Et en même temps, bah oui, à la fin, bah, il y a un score qui tombe et que tu n'es pas élu parce que voilà, Scarbeck, c'est une grande commune, il faut faire 600, 700, 800 voix. Et c'est très dur pour une première fois, c'est très dur pour un jeune. Et puis, j'ai pas non plus des parents qui sont en politique, j'ai pas un nom qui est connu, j'ai pas. Voilà, donc moi, je partais vraiment avec. Comme on dit, avec ma bite et mon couteau, tu me passeras l'expression. Et voilà, j'y suis allé. Mais c'était génial, j'ai vraiment adoré, quoi. J'ai vraiment adoré parce que c'était dans ma commune de cœur, quoi. Et cette expérience est peut-être, enfin, parce que tu en as parlé un petit peu comme étant voilà, une frustration parce que voilà, tu étais compétitif et tu voulais y aller. Est-ce que ça t'a encore plus motivé voilà, à te représenter quelques mois après pour les fédérales ou... Bah, donc pareil, pour les fédérales, pour le coup, j'ai mis ma candidature quoi, pour être sur les listes. À la base, je pensais être sur la liste régionale parce que je ne pensais pas être. Enfin, je pensais que c'était le seul niveau, vu mon niveau, je venais de commencer, j'allais pas dire oui, je vais me mettre tout de suite aux européennes, parce que les européennes, il faut couvrir toute la francophonie de Belgique, donc c'est toute la Wallonie, Bruxelles, enfin, c'est gigantesque. Et fédéral, ça me paraissait énorme aussi. C'est un peu plus grand le territoire, parce qu'il y a les 6 communes à faciliter en plus. Donc la circonscription est un peu plus grande pour Bruxelles, mais ça reste Bruxelles. Mais il faut aller jusqu'au Roth Saint-Genèse ou Mhm. Emel, enfin, c'est un peu plus grand. Euh, et puis surtout, c'est des enjeux qui sont super intéressants, mais bon, je pensais que j'avais pas les. Donc je m'étais inscrit sur la liste régionale et finalement, bah, le parti a estimé que j'étais peut-être mieux sur la liste fédérale. Et donc voilà, je l'ai pris comme une opportunité. Je me suis vraiment battu à fond, à fond. J'avais la chance, quelque part, je trouve que c'est une chance d'être suppléant. C'est-à-dire que c'est sur une liste de remplacement, c'est-à-dire que si les élus principaux, à un moment donné, doivent step down pour une raison ou une autre, voilà, ben, le suppléant peut monter. Bon, j'étais 6e suppléant, c'est pas ça, mais ce qui est bien en suppléant, c'est que du coup, j'ai pu faire une campagne vraiment d'appui. J'ai vraiment appuyé les autres, quoi, énormément. Donc, j'ai vraiment fait des partenariats avec un maximum de personnes. J'ai même fait des vidéos, un gars, une fille, avec une candidate, Chandressa, qui est aussi une très bonne amie à moi. On a fait des vidéos, un gars, une fille, pour voilà, un peu montrer les différents combats qu'il y avait. Et ça avait vraiment, vraiment bien marché. On est toute une petite équipe aussi. Donc j'ai vraiment appuyé un max de gens. C'est là que j'ai rencontré Martin Casier, d'ailleurs le député bruxellois pour lequel je travaille, parce qu'il s'appelait Martin aussi. Il faut imaginer, première rencontre, j'arrive, je fais salut, salut. Tu t'appelles Martin? Il fait bah ouais, et toi? Martin, ok. Bon, j'ai une idée, tu vois. Et je suis arrivé avec mon idée débile de dire j'ai une idée de slogan, on ferait un petit visuel de Martin pour le prix d'un. Et on était là, est-ce qu'on met S à Martin quand on dit deux Martin? Et on s'est posé la question, enfin, tu vois, bref, c'était rigolo, quoi. Finalement, on s'est dit que non, parce que c'est un nom propre, il ne faut pas l'accorder, bref.
Et on a fait ce petit visuel, on en a fait 2500 ou 5, enfin, 3000, je ne sais plus, pas beaucoup. Et on les a tous donnés un par un. On n'en a mis aucun dans les boîtes aux lettres. On les a tous donnés chaque fois quand on était tous les deux présents sur le terrain. Et franchement, on s'est éclaté. Enfin, moi, je pense que lui aussi, mais on s'est vraiment éclaté. On était sur la chaussée d'Ixelles ou la rue de Brabant ou la rue Neuve, etc. Et on était avec deux Martin, on faisait une espèce de petit sketch en mode, voilà, vous en achetez un, vous en avez un deuxième. Enfin voilà, c'était rigolo. Et c'était pas toujours facile parce que voilà, c'est la politique, les gens en ont marre et c'est vrai que les tracts électoraux, finalement, d'ailleurs, il y a toute une réflexion actuellement. Est-ce qu'on n'interdirait pas simplement la publicité électorale parce que c'est juste la surenchère? Mais voilà, donc c'était une autre dimension, l'élection fédérale, mais je me suis éclaté. Vraiment, je me suis éclaté. J'ai fait un score qui était bien meilleur proportionnellement que ce que j'avais fait à la régionale, à la locale, parce que je commençais à prendre un peu plus mes marques. J'ai donné une énergie de dingue. Ça, c'est vrai que c'est le truc qu'on dit jamais trop. On a tendance à taper sur les politiques, mais l'énergie qui est donnée, en fait, toute l'année, genre, quand on est militant, mais en plus, lors de la campagne, c'est 3 mois où enfin, c'est super dur pour le moral parce que si vous rencontrez des gens qui passent votre temps à vous dire non, de toute façon, moi je vote, je sais pas, extrême gauche parce que vous êtes des vendus, vous êtes la fausse gauche. Par exemple, tu te prends ça dans la tête, tu es un peu genre, ouais, alors t'en prends un, ça va, mais quand on a 10, c'est super dur à gérer en fait. Ça, on n'en parle pas trop, le côté un peu psychologique. À la limite, quand tu tombes sur quelqu'un d'hyper raciste, bon, tu t'essayes, tu dis un mot gentil, jamais méchant, évidemment, toujours dans le respect, l'écoute. Mais si tu vois que la personne, elle est trop loin, enfin, tu vois, genre, voilà, qu'elle est dans des théories reptiliennes, bonne journée, monsieur, voilà, ou madame, et tu laisses passer. Mais quand c'est plus des gens de gauche, entre gens de gauche, et que tu te fais vraiment attaquer sur le fait que toi, tu ne serais pas vraiment de gauche, ou que tu ne serais pas vraiment écolo, que tu serais pas, tu vois, comme quoi, comme si ça appartenait qu'à un certain parti. Tu vois, c'est comme si moi je disais que la lutte contre, je sais pas, la fraude fiscale, c'était vraiment que le PS. Ben non, je suis bien Mm. conscient que tout le monde s'empare de cette question-là. Je ne vais pas commencer à en faire un truc genre, il n'y a que nous, hein, vous êtes tous des escrocs, c'est nous. Ben non, voilà. Mais parfois, nous, on subit ça un peu. Donc ça, c'était dur, mais en vrai, voilà, j'ai adoré. Et puis, bon, on est jeune, on va pas se plaindre non plus, on a l'énergie. J'étais en mode super sportif, on était aux quatre coins de la ville. Voilà, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Voilà. Et du coup, une des retombées de cette sélection-là, avec ta rencontre avec Martin, avec Martin Casier, c'est voilà, que tu sois devenu collaborateur parlementaire. Ça, c'était génial. Je ne l'avais pas du tout vu venir, franchement. Surtout que j'avais un job avant, tout ça, donc c'était pas du tout prévu, mais c'était génial. Et en vrai, quand il est venu me voir pour me dire, bah voilà, moi je suis élu, voilà, on a fait une super chouette campagne, j'ai personne encore trop en tête, voilà, pour un collaborateur, tout ça, donc je pense à toi, enfin j'ai pensé à toi. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir, moi je suis un peu en mode, oh, ok, qu'est-ce qui se passe? En plus, c'était le lendemain des résultats, t'es un peu genre, oh, Mm. je sais pas ce qui se passe, machin. Et ben, j'ai dit oui quasi instantanément parce que Martin, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que je respecte énormément, genre j'admire aussi beaucoup. Je pense que c'est très important d'admirer la personne un petit peu avec qui on travaille. En tout cas, j'admire vraiment son intellect. C'est quelqu'un qui a vraiment un cerveau qui tourne, ça monte dans les tours, on va dire. Quoi. Donc, il a vraiment de la suite dans les idées. Il retombe super fort sur ses pattes. Il a une vraie empathie aussi, une vraie écoute. Et puis, il est fun. C'est un mec qui est capable de t'ouvrir une bonne shop. Et enfin, voilà. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion Ah, oui, oui, mais je crois que tu avais fait oui, la toute première espresso. C'était avec lui d'ailleurs. Voilà, exact. Donc, tu le connais un petit peu. Et il est génial. Franchement, je sais que c'est peut-être pas très professionnel de le dire en mode j'adore mon boss. C'est unpopular opinion, mais pour le coup, c'est vrai, franchement. Et c'est pas du tout une posture, c'est vraiment de bon cœur. Et j'ose à penser qu'on s'apporte mutuellement des choses aussi, quoi. Mm. C'était pas autour d'une shop qu'on s'était vu, mais non, Autour de non, l'espresso, ouais. très chouette, très chouette, très chouette. Encore merci à Martin Casier pour cette interview, la toute première de la chaîne. Et bah, du coup, la rue du Lombard a eu deux Martins pour le prix d'un. Et est-ce que tu pourrais peut-être revenir un petit peu sur en quoi consiste concrètement le job de collaborateur parlementaire? Alors, ouais, ouais, à fond. Bah, la toute première chose à savoir, vraiment, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, c'est que quand vous êtes élu au Parlement bruxellois, vous avez en fait droit à une seule personne, enfin un seul plein temps. Donc, soit demi-temps, soit une personne à plein temps. C'est tout. Parce que, je dis c'est tout, parce que franchement, le boulot est quand même gigantesque. Et quand vous voyez par exemple le Parlement européen, où ils sont trois quatre
5 parfois, mais souvent 4, c'est un peu le chiffre. Collaborateurs, donc tu as celui qui va vraiment faire tout ce qui est réflexion politique, tu as la personne qui va être plus administrative, la personne qui va être plus communication. Il y a moyen voilà, de répartir les tâches. Sauf que là, non, dans le Parlement, et c'est vrai pour tous les partis, hein, c'est pas que le PS, hein, c'est la règle, voilà. Et j'ai pas d'opinion si c'est bien ou pas, et en l'occurrence, voilà, si on peut. Enfin, c'est comme ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que la personne qui est le collaborateur, la collaboratrice, a quand même pas mal de boulot, puisqu'il faut faire un peu tout, il faut être un peu couteau suisse. Et surtout, en tout cas, il faut s'adapter aux points forts et peut-être points faibles du député. Il y a des députés qui sont excellents en communication déjà par eux-mêmes, du coup, n'ont pas tellement besoin que leurs collaborateurs gèrent les aides sur Twitter ou les aides sur Facebook, etc., sur leur page en tout cas. Et puis, tu en as d'autres où c'est un peu l'inverse. Tu en as qui sont, je sais pas, super balais sur certains dossiers, et du coup, il ne faut pas trop aider là, mais qui sont moins bons sur d'autres dossiers. Et donc là, il faut aider très fort voilà, en termes de réflexion. Donc voilà, le boulot, c'est globalement ça. Enfin, globalement, l'émission, c'est écrire les questions parlementaires. Ça, c'est quand même vraiment l'aide à la rédaction, parce que c'est ça qui prend le plus de temps, c'est la recherche. Voilà, donc, Martin, il est dans la commission logement et environnement énergie. Ça, c'est pour le Parlement, mais en plus, il siège au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il y a d'autres compétences encore. Donc, c'est 2 parlements différents. Donc, il y a pas mal de boulot. Il y a vraiment pas mal de boulot. Intellectuellement, c'est hyper stimulant parce qu'il faut un peu s'intéresser à tous les dossiers. En plus, Martin, il est un petit peu comme moi, il est un peu curieux de tout, il est un peu boulémique d'informations. Donc, des fois, il m'envoie un peu des trucs. Ah, t'as pas vu, ça c'est bien, on n'en ferait pas une question. Des fois, je suis un peu genre, wow, oui, mais bon, voilà, il est quand même, on est sur 2 dossiers, je te rappelle, voilà. Et il fait, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et ça va, oui, oui, ça, je te le fais tout de suite. Machin. Il faut parfois un peu doser comme ça, mais en même temps. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi, quand même, mine de rien. Je l'aide beaucoup sur ça. Il a l'accès à tous ces réseaux. Hein, donc ça, mais parfois, moi, je vais aider un petit peu dans la confection de certains postes. Voilà, c'est souvent comme ça que ça marche, évidemment. Mais enfin, c'est une journée de dingue hein, d'être député. Moi, quand je vois les journées qu'il a, je me demande à quoi il tourne. À mon avis, il tourne, en tout cas, au café espresso, ça, je peux te dire. Ça, je le sais. Mais il faut bien dormir, quoi. Il faut faire du sport, faut rester vif, quoi, parce que c'est des grosses journées, vraiment. Donc voilà, moi j'essaie de l'aider au maximum comme ça. Et du coup, dans votre cas, dans ta relation avec Martin, comment ça se déroule, le processus de travail, de réflexion, tout ça? Ça se déroule ensemble ou voilà, il te délègue des tâches et tu t'en occupes de ton côté? Comment ça se passe? Donc ça dépend un petit peu, mais disons que le truc type, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que dans un groupe comme le Parti socialiste, pour les groupes qui ont une certaine taille au Parlement, il y a aussi ce qu'on appelle des collaborateurs de groupe. Donc, c'est des universitaires qui travaillent pour le groupe et qui travaillent pour tout le monde. Donc, qui suivent des thématiques. Donc, on a une personne qui va suivre la commission environnement, une personne qui va suivre le logement, qui sont des experts en fait dans ces commissions-là, et souvent qui sont déjà là depuis peut-être parfois deux législatures, donc qui, pour le coup, parfois ont suivi des dossiers depuis des années. Et donc, c'est vachement utile. C'est des ressources fondamentales. C'est des gens, on ne pourrait pas s'en passer. Et donc, eux nous alimentent aussi beaucoup sur des dossiers. Et donc, la façon typique dont ça va fonctionner, c'est que soit un dossier vient déjà d'un collaborateur de groupe qui le redispatche vers Martin en disant voilà Martin, c'est toi qui va porter ça, ça me paraît bien et tout ça parce que c'est un peu ta thématique tout ça. Et du coup moi je vais relire un petit peu, aider machin, mais en gros là j'interviens un petit peu moins. Ou alors, et très souvent c'est plutôt comme ça, c'est Martin et moi qui avons une idée, soit lui, soit moi parfois parce qu'on voit quelque chose dans la presse ou parce que voilà on a envie de porter un combat, on l'amène. Moi j'écris un draft. Martin le relit, on travaille à 2, tout ça. Et puis, on le soumet au collaborateur de groupe qui, lui, a parfois le passif de 10 ans, connaît bien le dossier. Parfois, peut faire attention, c'est vrai, mais bon, le dossier a déjà été porté il y a longtemps ou il n'y a pas si longtemps, il faut peut-être attendre un peu, etc., etc. Et souvent, il retravaille, il donne des inputs qui sont. Voilà. Donc, il y a au moins 4 cerveaux qui passent dessus, ce qui permet vraiment qu'à la fin, le résultat est qualitatif et que la question est pertinente et surtout qu'on n'embête pas un ministre qui a quand même d'autres choses aussi à faire en exécutif, mais qui aussi a une grosse responsabilité de répondre aux questions et d'être là pour justement. C'est le checks and balances des pouvoirs. Hein. Le législatif doit interroger l'exécutif, mais surtout lui poser une question pertinente, quoi, qu'on ne se fasse pas d'écarter en 2 secondes parce qu'en fait la question était un peu maladroite. Quoi. Il faut essayer évidemment d'être incisif, de trouver la question qui peut un peu embêter le ministre, ou en tout cas poser quelque chose de pertinent, qui peut faire réfléchir le cabinet, et que le cabinet se dise ah oui c'est vrai, on n'a peut-être pas pensé à ça, ou en tout cas on vous rassure sur ça, on va mettre ça en place, c'est ce qui est prévu, là, voilà. C'est un peu comme ça. Et plus largement, est-ce que tu as aussi l'opportunité de travailler et de collaborer avec d'autres collaborateurs parlementaires ou d'autres députés? Oui, Comment oui, ça se oui, non, on a vraiment une chance qui est assez grande au sein du PS, c'est qu'il y a un vrai esprit d'équipe. On travaille vraiment beaucoup ensemble.
Bon, évidemment, c'est comme dans tout, dans n'importe quel travail, il y a des affinités un peu plus grandes avec certaines personnes et d'autres. Et puis, évidemment, il y a des députés avec lesquels Martin est amené à travailler plus parce que c'est des députés qui sont dans la même commission que lui. Donc, ils sont 3 dans la commission environnement, 3 dans le logement, voilà, et dans d'autres commissions. Et donc, c'est vrai qu'on a des sous-groupes WhatsApp aussi de travail pour être plus efficace par rapport à ça. Voilà. Donc, il y a certains députés avec lesquels on va travailler plus, mais en termes de collaborateurs, oui, franchement, moi, je m'entends vraiment bien avec tout le monde et je me suis déjà retrouvé à travailler avec quasi tous, en fait, quasi tous à des moments plus ou moins, quoi, vraiment. Donc c'est vraiment pas un souci et on a des réunions de groupe régulièrement. Donc, il y a une vraie équipe, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai esprit d'équipe. On est une équipe de foot, quoi. Voilà, on ne gagne pas un match en ayant juste 11 attaquants ou 11 défenseurs. Il faut qu'il y ait un peu tous les rôles et toutes les forces qui soient mises ensemble. Et une question qui me vient en tête, si je ne me trompe pas, Martin est aussi à la régionale socialiste, ici à Bruxelles. Oui, oui, Et oui, oui, il est toi aussi, vice-président de la fédération. tu l'accompagnes à ce niveau-là ou ton travail se limite à la région? Euh, Pas tant que ça, non. Pour le coup, non, pas trop. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il veut pas me mettre de poids supplémentaire sur les épaules, c'est possible. Et si c'est ça, merci Martin. Mais non, je trouve, bon, pour le coup, je trouve qu'il gère ça très bien aussi tout seul. Après, je dis pas que ça n'est jamais arrivé qu'à un moment il n'ait pas eu besoin d'un petit coup de patte pour un truc, et je suis toujours dispo. En l'occurrence, il est aussi conseiller communal à Watermal, et donc parfois il a besoin d'un mini coup de patte sur Watermal, et je vais aussi pouvoir l'aider un petit peu sur un texte ou sur un truc. Voilà, c'est comme j'ai dit, hein, je suis la seule personne on est vraiment dans un tandem, quoi. Donc je dois être couteau suisse. Et moi, ça, j'adore. Personnellement, je savais tout à fait que ça allait être comme ça. Et c'est vraiment ma façon de voir le boulot, quoi. J'ai eu d'autres boulots dans ma vie avant qui n'étaient pas du tout comme ça, qui étaient beaucoup plus 9h, 17h, assis, à faire telle tâche très précise. Moi, j'aime pas, c'est pas ma personnalité. J'aime bien justement avoir de l'explosivité, d'avoir parfois des moments d'urgence où il faut rendre des textes, il faut que ça aille vite, voilà, et les emails doivent partir à quelques minutes parfois. Ou parfois se rendre, bon c'était avant le Covid, mais parfois se rendre à un endroit, préparer un débat, etc., l'accompagner parfois jusqu'à 22h le soir. Et puis voilà, parfois des moments un tout petit peu plus calmes, parfois c'est rare, mais il y a parfois des accalmies de temps en temps. Voilà, et puis je ne le dis pas non plus, mais le samedi, le dimanche, ça peut tout à fait être des jours où on travaille, hein, ça dépend de l'actualité. Mais moi vraiment, ça ne me dérange pas, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Je me sens vivre comme ça, quoi, et je me sens utile de faire des trucs qui sont utiles vraiment, quoi. Et si tu pouvais résumer en un mot, en tout cas au vu de de ton expérience en tant que collaborateur parlementaire, la tâche de collaborateur parlementaire en un mot, En un mot, peut-être un sentiment. c'est soutien, quoi. C'est vraiment soutien à ton député, quoi. Il faut voir. Moi, je le vois vraiment comme lui, il a son cerveau qui est, comme je l'ai dit, qui tourne déjà très vite, et il fait plein de choses, mais j'espère pouvoir être une ressource supplémentaire. Parfois, voilà, deux Martin pour le prix d'un, on est un peu comme ça, on se dédouble un petit peu. Parfois, il faut dire, il y a même des conférences où lui ne peut pas aller, et du coup, il va plutôt m'envoyer moi, et comme ça, on se refait on se report back ce qui s'est dit, tu vois, on va se faire pour l'histoire de, voilà, c'est voilà, c'est presque de l'ubiquité, quoi. On se dédouble parfois un peu comme ça. Donc non, mais c'est soutien. Je dirais vraiment c'est soutien. Je le soutiens autant que je peux, quoi. Ok. Maintenant, je te propose d'aborder un petit peu les jeunes socialistes et tout d'abord de savoir qu'est-ce que sont les jeunes socialistes et quel est ton rôle voilà, au sein de cet ensemble. Bah, les jeunes socialistes, du coup, c'est l'organisation des jeunes socialistes, donc de 16 ans à 30 ans techniquement, mais il peut y avoir voilà, une dérogation jusqu'à 35 ans, mais normalement jusqu'à 30 ans. Voilà, c'est des jeunes qui veulent s'impliquer dans ce mouvement-là. L'avantage que le parti, enfin que le groupe justement a, c'est qu'il n'est pas directement lié au parti. C'est pas toujours le cas dans d'autres formations politiques. On a une vraie indépendance par rapport à ça, ce qui nous permet vraiment de pouvoir parler carte sur table, de pouvoir être cash, de pouvoir avoir nos propres opinions qui ne sont pas forcément les opinions majoritaires au niveau du Parti socialiste. Et donc, ça, c'est une très belle liberté, quoi. Il y a un ton qui est plus libéré, qui est plus impertinent. Mais voilà, je pense que c'est les caractéristiques de jeunes aussi. Donc, voilà, moi, j'ai été pendant un an ou deux, maintenant je ne sais plus, dans le bureau des jeunes socialistes, vraiment le bureau exécutif. On portait des projets, on faisait des événements. Et puis maintenant, je suis
délégués jeunes socialistes représentant au bureau de la fédération bruxelloise. Donc, ça veut dire que là, ça permet de porter la voix des jeunes socialistes au sein du bureau, donc avec le bureau socialiste de Bruxelles pour le coup. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'eux nous parlent voilà, de la politique socialiste, enfin de tout ce qui se passe à Bruxelles, et nous, on arrive en tant que jeunes avec, oui, mais attention, et on envoie des bastos, quoi. On envoie du lourd, et on essaye d'être sûr que les jeunes sont toujours entendus et oui, que l'avis des jeunes est entendu, quoi, vraiment. Et du coup, vous avez un réel pouvoir d'influence sur voilà, les décisions du Parti socialiste, sur de nombreuses politiques, que ce soit, bah, je ne sais pas moi, au niveau régional, fédéral, communal. Et tu as peut-être un exemple? Alors, est-ce qu'on a un vrai pouvoir d'influence? J'espère que oui, quand même, hein. On représente quand même beaucoup de gens. Il y a aussi les étudiants socialistes qui sont présents sur le campus de l'ULB, qui sont très actifs. Voilà, donc non, je pense qu'il y a un vrai relais, il y a une vraie influence. Maintenant, c'est toujours compliqué parce que il faut bien imaginer qu'en Belgique, là, beaucoup de décisions sont aussi au niveau fédéral, donc c'est pas toujours voilà, au niveau de Bruxelles. Voilà. Alors il y a un autre mouvement qui est le mouvement des jeunes, c'est le MJS, ça c'est vraiment le mouvement de tous les francophones socialistes. Voilà. Et eux, ils ont un relais effectivement direct, parfois directement chez Paul Magnette, quoi, pour lui dire oh, Paul, faut pas déconner, mais ils le disent peut-être pas comme ça, mais voilà, faut pas déconner, mais fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Et on est écouté, ça je sais qu'on est écouté. Donc voilà, alors pour un exemple, justement, c'est un exemple un peu plutôt impertinent et ça va peut-être m'attirer des soucis, mais je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait un moment donné où on était dans un blocage institutionnel complet parce qu'il fallait faire une majorité pour le gouvernement belge. Il fallait trouver une majorité et on n'arrivait pas à trouver de majorité. On s'en souvient, on a réussi d'ailleurs qu'au mois d'octobre l'année passée, donc presque un an et demi après les élections. Et on se souvient aussi qu'à un moment donné, il y a eu un petit rapprochement, en tout cas des discussions entre le PS et la NVA. Parce que alors que ce n'était pas du tout le désir ni de l'un ni de l'autre. La NVA n'a pas plus envie de travailler avec le PS que le PS n'avait envie de travailler avec la NVA. Ça, qu'on soit très clair. Il n'y avait pas de point de convergence. Par contre, il y a un point sur lequel certaines personnes pouvaient s'accorder par rapport à ça, c'est que démocratiquement, c'est vraiment, je prends avec une grande pincette, démocratiquement, c'était pas complètement incohérent, en tout cas d'ouvrir la possibilité que le plus grand parti flamand parle avec le plus grand parti francophone dans un pays comme la Belgique. Ça, c'était le truc qui fait qu'ils ont essayé de se parler. Ils se sont parlé, il y a eu plusieurs tentatives, et Paul a essayé comment dire, de mettre beaucoup d'eau dans son vin pour arriver à peut-être trouver des points de convergence, etc., etc. Bon, la réalité, c'est que ça n'a jamais vraiment marché. C'était un mariage d'eau et d'huile, de toute façon, ça n'a pas pu coller. Mais nous, jeunes, on a été hyper vigilants par rapport à ça. On avait, mais absolument pas envie que ce soit le cas. On ne voulait pas d'un gouvernement PSNVA. Ça a été une des plus grosses campagnes qu'on a menées dans les années 2000, enfin dans l'année 2020, c'était le No Passaran. Voilà, on se souvient des Theo Franken, on se souvient de tout ça. Et c'est pas possible. Imagine, t'es en couple, j'allais dire, mais t'es dans un gouvernement avec ça. Qu'est-ce que tu fais au premier tweet raciste d'un gars de la NVA? Enfin, tu te réveilles le matin, c'est terminé, c'est déjà game over, quoi. Donc c'est un exemple, je veux dire, c'est surtout, on n'avait absolument rien en commun. Et donc nous, les jeunes, on a vraiment mis la pression. Et là, pour le coup, on a vraiment mis une pression sous forme carrément d'une carte blanche qui est partie dans la plupart des journaux francophones d'ailleurs, qui était une carte blanche d'ailleurs qui n'a pas été forcément signée par tous les jeunes socialistes, parce qu'il y en avait certains qui étaient peut-être plus en mode bon, on va quand même laisser Paul faire, on ne sait pas trop, et puis c'est compliqué, tout ça. Nous, on était à Bruxelles, en tout cas, Bruxelles certainement. On était intransigeant sur ça. On a écrit cette carte, on est parti, même sans avoir encore l'ensemble des feux verts, on est parti comme ça. Et ça a fait jaser, c'est clair, ça n'a pas dû faire plaisir même à Paul potentiellement, mais c'était notre job en tant que jeune. On n'allait pas juste être une chambre à écho ou juste le répétiteur de ce qui était en train de se passer chez les adultes, entre guillemets, quoi. Donc voilà, ça c'était un exemple qui ne nous a pas forcément attiré que des amis, mais voilà, c'était notre job et on l'a décidé démocratiquement au sein des jeunes bruxellois socialistes et on est parti avec la carte blanche et voilà, elle est encore disponible, vous pouvez la lire, elle va pas dans le sens du poil du Parti socialiste à ce moment-là, quoi.
Maintenant, je te propose de passer au cortado. Voilà, Le on en a déjà cortado. parlé en amont, tu sais en quoi ça consiste. Je te pose une question, que ça soit deux choix, tu dois en donner, tu dois en répondre, tu dois en choisir un, ou oui ou non, et tu voilà, t'expliques en quelques mots pourquoi. Donc tout d'abord, mais du coup, transformer la rue de Brabant ou la chaussée d'Acte en piétonnier. Si un des deux devait être changé en piétonnier, lequel? Ouh. Euh, ouais, spontanément, la rue de Brabant. La rue de Brabant. Et pour le coup, c'est pas parce que j'habite tout près, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Non, 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 mais bien sûr, la rue de Brabant, c'est évident qu'il faut la passer. Après, c'est quelque chose qui va se faire dans un second temps. Donc, sûrement que tu es au courant, mais il y a un projet de métro Mhm. qui est en cours actuellement et qui va notamment passer. L'un des arrêts va être l'arrêt Litz. Du coup, il va y avoir une station de métro. C'est le fun fact quand même de peut-être de la journée, mais il n'y a aucun arrêt de métro, station de métro sur le territoire de Scarbeck. C'est dingue. Je ne sais pas comment on a fait pour dodger la commune, mais le plus près pour aller, il faut aller à Botanique, qui est déjà à Saint-Josse, ou alors il faut aller à Mérode, tu vois, qui est à un Ouais, ouais. kilomètre de la frontière, etc. Où il y a pas de métro, c'est incroyable. Et donc, c'est en cours, j'ai hâte qu'il arrive évidemment, mais ce sera fait dans un deuxième temps. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que le métro passera par la place Litz, qu'il y aura du coup un souterrain voilà, pour justement fluidifier la mobilité qui est terrible dans ce quartier-là, qui est le quartier dans lequel j'ai grandi, hein, donc je connais bien. Euh, voilà, dans un premier temps faire ça et dans un deuxième temps, à mon avis, rendre piétonnier ce truc-là. Après, voilà, je dis ça en mode utopiste, un petit Mhm. peu sans avoir lu les plans ni les projets ni rien. Je veux pas, c'est pas du tout une position officielle ni rien, mais je pense qu'effectivement, ça pourrait être bien. De toute façon, on le sait, quand c'est piétonnier, c'est forcément plus convivial. On l'a vu dans l'expérience chaussée d'Ixelles. C'est quand même, voilà, c'est pas un 100% piétonnier. Il y a quand même toujours les bus, tout ça, mais c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir des voitures qui passent, même s'il faut être conscient qu'il y aura toujours besoin de livraison au minimum de camionnettes de livraison pour livrer les différents magasins là. Et il faudra trouver, mais c'est la même chose que la rue Neuve, qui est pendant la journée, ils relèvent les pylônes, c'est complètement piétonnier, et puis bah, le soir, il y a les camions de nettoyage Mhm. qui peuvent passer, les livraisons, etc. Donc ouais, Ouais, désolé, c'était censé s'appeler Cortado, mais je te l'ai fait long. non, 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 mais du coup, j'allais embrayer sur la question du métro 3 pour ou contre, mais bon, ça, c'est déjà fait. Bah, Euh, pour, à fond, évidemment. un rooftop sur le toit de la tour Josaphat. Et c'est pour ou contre. Ouf. En vrai, j'en sais rien. J'ai pas d'opinion. Je sais même pas. Bon, le côté mec confiné depuis un an, tu me dis rooftop, je te dis oui, sans réfléchir. Ça, c'est la base. Après, non, je ne sais pas. Pour le coup, je ne vois pas exactement de quel rooftop on parlerait, donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose non plus. Et pour le coup, moi, je suis plutôt sur une préservation de la friche Josaphat, Non, non, je parlais de la tour Josaphat. de la tour Josaphat, oui, oui. Sur le Bah toit oui, de la bah, tour, hein. alors pourquoi pas, on y va, on est parti, c'est parti, feu. C'est Pourquoi pas. incroyable parce que j'embraye à chaque fois, du coup, la friche Josaphat. Ah bah voilà, bref. C'est un dossier super compliqué, la friche, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser qu'il faut plutôt aller vers de la préservation de l'espace vert, quoi. Donc voilà, maintenant, ça doit être fait dans les bonnes mesures, ça doit être fait dans un bon équilibre, effectivement. Mais, mais c'est clair, c'est super compliqué. Et c'est clair, c'est super compliqué. Il y a des vraies questions de biodiversité, il y a des vraies questions d'espace vert et de bien-être des quartiers, etc. Moi, je suis vraiment pas partisan d'une bétonisation à tout va, quoi, clairement. Même si je ne dis pas que c'est ce que la région propose, mais j'essaye vraiment de remettre en question à chaque petit mètre carré de béton, de le remettre en question. Est-ce qu'il est absolument nécessaire? Voilà, ne fût-ce que pour des questions vraiment macro, des questions vraiment globales de réserve de sable qu'on a sur la planète, de bétonisation des sols. Voilà, le fait qu'on perd en biodiversité, qu'on perd dans tout ça, c'est une vraie réflexion. En France, c'est un débat qui. Enfin, il faut savoir qu'il y a des monstres, des entreprises monstres spécialisées dans le béton en France qui sont en train de bétonner les côtes, etc. Et avec le président Macron qui leur donne des accords à tout va, mais comme si c'était enfin, des bonbons, quoi. Et donc, c'est très inquiétant. Moi, je ne suis pas vraiment sur ça. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction à ce niveau-là. Maintenant, je ne suis pas non plus pour on arrête tout, il ne faut plus rien construire parce qu'on a besoin d'écoles pour les enfants, on a besoin de centres culturels, de logements pour les gens on sait, il y a une liste d'attente incroyable, il y a plus de 40, 50 000 personnes sur cette liste d'attente. Évidemment qu'il faut trouver un logement pour ces personnes-là, mais est-ce que la réponse est une bétonisation de tous nos espaces verts et surtout de nos espaces, comment dire, de biodiversité? Voilà, à voir. Donc,
Je ne suis pas contre, mais je suis pas contre la construction, mais je serai toujours dans l'équipe de ceux qui vont chaque fois remettre en question chaque mètre carré, quoi. Mhm. Et ben, Martin Maréchal en 2024. De- Honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée. Il y a une chose que je sens dans mon petit cœur, on va dire, c'est que quand même, mine de rien, le Covid a beaucoup changé les choses et que ce qu'on pouvait peut-être penser comme des projets sûrs ou des choses qui allaient arriver en 2024, on se rend compte qu'on est sûr de rien. Franchement, on est vraiment sûr de rien. On ne sait pas dans quel monde on sera en 2024. On ne sait pas si on fera une campagne avec des masques ou pas. On ne sait même pas. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir. Je pense comme beaucoup de gens, l'année 2020, j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Ça paraît presque futile de dire ah oui, en 2024, on fera ça, on fera ça. J'espère juste vraiment. Moi, je serai toujours je me battrai toujours. Je serai toujours pour combattre les injustices. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Voilà, mes parents m'ont éduqué comme ça. Je le ferai toujours d'une façon ou d'une autre. Mhm. Moi, je considère personnellement que j'ai eu la chance d'avoir fait des études et que j'ai des choses à apporter, que j'ai un certain degré de pédagogie. Quand je parle, on me dit souvent, bah, on comprend ce que tu veux dire, on comprend le point que tu essayes de faire, etc. Donc, pour le coup, je pense que j'ai quelque chose à apporter. Maintenant, je n'ai pas du tout la prétention de dire est-ce que c'est député, est-ce que c'est juste conseiller communal ou est-ce que c'est simple militant en 2024. Je serai là où je serai nécessaire, mais de toute façon, je me donnerai à fond dans tout. Juste aller pour quand même pas complètement faire de la langue de bois, Scarbeck, c'est vraiment une commune que j'aime, donc j'ai envie de la représenter. Donc c'est vrai que conseiller communal à Scarbeck, ça c'est quelque chose qui me plairait au minimum parce que ça me permettrait d'avoir un mandat pour vraiment parler au nom des Scarbeckois qui m'auront fait confiance, s'ils me font confiance, et parce que c'est vraiment ma commune depuis toujours. Et donc là, il y a un côté émotionnel, entre guillemets, parce que je sais que je vais pouvoir porter ces combats hyper forts. Maintenant, voilà. Un rêve, évidemment, moi, c'est l'Europe, en fait. À terme, moi, j'aimerais bien être peut-être dans le Parlement européen. Je trouve ça, c'est magnifique. C'est une arène absolument incroyable, avec des combats incroyables. Et donc, ça, c'est un rêve à super long terme. Mais c'est vrai que l'Europe, pour le coup, je pense qu'un jour, elle m'appellera à nouveau, quoi. Et dernière question, comment est-ce que tu prends ton café? Alors, je le prends noir de noir, juste noir. Je me suis acheté il n'y a pas très longtemps, là, quand le confinement a commencé, une petite machine à café toute rouge, toute mignonne, semi-automatique avec le truc barista. Et voilà, donc je m'achète du café moulu de différentes qualités, enfin de différents goûts et de différentes intensités, et je me fais mon café noir. Pour la petite anecdote, avant, il n'y a pas si longtemps, je mettais un sucre, en tout cas un demi-sucre dans le café, parce que ben, le matin, voilà, moi je suis plutôt je sais pas si tu vois, mais je suis plutôt genre pas trop épais et tout, donc c'est vrai que souvent le matin, j'ai un peu, voilà, j'ai besoin de remettre du sucre un peu dans le système, on va dire, et donc je me prenais un petit sucre le matin. Bon. Et puis je disais aux gens, mais comment on fait pour boire ce café si noir? Et ils m'ont fait, mais tu sais, c'est dans la tête, hein. Fais-moi confiance. Et quelqu'un qui m'a dit, fais-moi confiance. Pendant 15 jours, tu te forces à plus mettre de sucre dans le café. Et ben, après 15 jours, tu remets un sucre, tu pourras plus le boire. Ça va te choquer. Ben, il avait raison. Il avait raison. Et donc là, maintenant, ça doit faire un an que je mets plus jamais de sucre dans le café. Et je suis hyper heureux comme ça. Et donc, j'ai réussi à me sevrer du café au sucre. Je ne mettais pas un sucre complet, je mettais un petit peu. Mais je le fais plus. Et maintenant, je suis vraiment heureux, quoi. Noir de noir, jamais de lait, jamais mis de lait dans le café non plus. Donc voilà, petit Peut-être à café. essayer pour les accros au sucre, cette méthode-là des 2 semaines. 15 jours, vraiment faites-le 15 jours, et puis après, ça va vous choquer quand le sucre sera remis dedans. Donc ça permet vraiment de se sevrer. C'est très bien. Le message est lancé. Ok, bah super. Bah merci beaucoup, Martin Maréchal, pour ces quelques minutes accordées à l'Espresso. Quant à Bah, nous, on merci. se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, suivez les mesures et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.